Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, nouvelle semaine de Formule 1 et on est aujourd'hui ici pour en parler avec Mathieu Chambenois. Salut Mathieu. Salut Cyprien. Bon Mathieu, notre habituel expert monoplace, vous commencez à le connaître et d'habitude à ma place c'est Michael Duforest qui était à Spa ce week-end, qui vous a fait vivre le Grand Prix de Belgique en immersion en partenariat avec Spa Grand Prix et puis avec Pablo qui avait gagné notre concours. On en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre fidélité, vous avez été nombreux à nous suivre, plus de 3,7 millions de vues sur les vidéos, donc merci beaucoup et on laisse à Michael quelques jours pour se reposer et revenir plus fort, mais en son absence, on va quand même parler de Formule 1, Mathieu. Ça continue, dernière étape effectivement avant la trêve estivale, donc il y a beaucoup d'enjeux à balayer, beaucoup de choses qui se sont passées en Belgique, malgré un Grand Prix un petit peu frustrant sur les bords, si on peut dire. Mais effectivement, oui, beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'équipes qui vont jouer gros quelque part en Hongrie. L'équipe dont on va parler forcément tout de suite, c'est l'équipe qui a gagné, l'équipe qui gagne beaucoup ces derniers temps, McLaren. McLaren qui est d'ailleurs en une de notre numéro 2523, disponible mercredi en kiosque. McLaren avec Oscar Piastri qui a frappé un joli coup, on va dire, qui a remporté ce Grand Prix de Belgique devant Lando Norris qui avait pourtant signé la pole. Est-ce que Oscar Piastri, selon toi, a repris de l'ascendant psychologique ? Oui, alors à deux égards. Il n'avait pas perdu la tête, malgré effectivement la victoire de Lando Norris à Silverstone. Une victoire qui en plus avait été permise grâce ou à cause d'une pénalité effectivement accordée en faveur de Lando Norris, mais en défaveur d'Oscar Piastri. Piastri qui effectivement a bien joué le coup. Il a été très bon dans son dépassement au niveau de l'eau rouge. Il s'était fait avoir par Max Verstappen et il l'avait dit que c'était certainement le pire endroit pour partir en pole position, en tout cas à Spa-Francorchamps. Il s'était fait avoir en sprint et il ne s'est pas fait avoir en Grand Prix. On peut même imaginer qu'il a tiré profit et qu'il l'aurait même souhaité avoir cette deuxième place. Il l'a eu, il en a profité, donc effectivement il a très bien joué et il a bien mené son Grand Prix ensuite, bien géré devant Lando Norris. Oui, on va revenir quand même rapidement sur ce départ. Moi, j'ai quand même un petit bémol avec le départ de Lando Norris, avec cette relance hyper précoce, oui. On va dire, dès la fin du tour. En fait, il n'a pas attendu la ligne de départ. Et tout de suite, ça a permis à Oscar Piastri de se blottir finalement dans ses échappements et de le dépasser dans la ligne droite de Kemmel avec une facilité déconcertante. Donc, en effet, comme tu l'as souligné, bravo à Piastri. Il y a quand même un bémol sur la manœuvre de Lando Norris, je trouve, qui était un peu naïve. Alors, tu l'as dit, le choix de partir tôt était, je pense, mauvais. Mais qui plus est, le rythme était lui aussi mauvais. On voyait qu'il se plaignait beaucoup du fait de peu voir et de glisser derrière la voiture de sécurité, alors même qu'il était leader. Et on a senti qu'il était moins en confiance que Piastri à ce moment-là. Il était moins rapide dans tous les cas. La décision est mauvaise, ça traduit peut-être une forme de pression de la part du Britannique à ce moment-là du lancement, alors même qu'il aurait pu tirer profit du fait d'avoir ce départ lancé, on le rappelle, ça a été un départ lancé. Donc il avait toutes les cartes en main et malheureusement je pense qu'il les a mal jouées, en tout cas malheureusement pour lui. Piastri en a profité et on en parle souvent cette saison, peut-être qu'il a fait preuve d'un petit peu plus d'intelligence de course dès le départ, en l'occurrence l'Australien, que son coéquipier. Ouais, justement, on en parle beaucoup cette saison, mais quand même sur les dernières courses, on disait plutôt l'inverse, on disait plutôt que Lando Norris avait retrouvé de l'allant, il était plutôt même dominateur sur son coéquipier. À Silverstone, il gagne certes grâce à la pénalité de Piastri, mais enfin il gagne quand même. Il revenait dans le match, il était de plus en plus fort. En Autriche aussi, il signe une pole position quand même assez exceptionnelle. Tout à fait. On a un peu retrouvé, du coup, j'ai l'impression, sur ce début du Grand Prix de Belgique, le Lando Norris du début de saison un peu brouillon, un peu immature presque dans sa gestion de la course encore, face à un Oscar Piastri très froid, très calculateur et très efficace du coup. C'est vrai, et d'autant plus que sur le week-end entier, je trouve que l'observation est juste, dans la mesure où Norris n'a, si on peut dire, récolté que la pole position. Piastri, même en essai, même en qualification sprint, il était très dominant. Et c'est pour ça que, sans vouloir crier justement à la stratégie trop précise et trop surfaite, je dirais pas que Piastri a fait exprès de partir deuxième, mais en tout cas sur le week-end entier, c'est quand même Piastri qui avait pris l'ascendant et qui se montrait le plus véloce sur l'intégralité des séances plutôt que Norris. Donc c'est vrai que cette espèce de confiance à laquelle Norris est à la recherche, et je dirais Grand Prix en Grand Prix, on sent qu'il veut vraiment insuffler une dynamique et lui-même se créer une dynamique. Il peine, alors que Piastri arrive à justement enclencher cette dynamique beaucoup plus naturellement que son partenaire. Puis là, les deux vont retrouver le Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie. On se souvient de l'an dernier, ça avait fait des étincelles entre eux. C'était la première fois qu'il y avait vraiment eu
une sorte de dysfonctionnement interne chez McLaren, une gestion des deux pilotes qui avait été assez mauvaise de la part de l'équipe, qui avait créé forcément des frustrations, mais qui avait permis à Oscar Piastri de gagner son premier Grand Prix. Et Oscar Piastri, il arrive d'ailleurs en Hongrie avec 16 points d'avance donc, sur Norris. Donc on peut imaginer, sauf catastrophe pour Piastri, qui devrait passer la trêve estivale en plus en tête du championnat. Il y a des chances. C'est vrai que c'était une victoire, pour revenir très rapidement dessus, qui était quand même frustrante à la fois pour l'un et pour l'autre, parce que Piastri, on avait le sentiment, il célébrait pas, j'allais dire presque comme à son habitude, mais on sentait vraiment qu'il y avait eu la frustration d'avoir gagné de cette manière, surtout une première victoire en Grand Prix, c'était symbolique. Oui, c'est vrai que c'était un Grand Prix qui avait mis en exergue quelques imprécisions stratégiques, peut-être c'est là qu'on s'était dit peut-être que McLaren n'est pas prêt à gagner encore et à mener un championnat. Donc ils ont fait du chemin depuis. Oscar Piastri qui a quand même des statistiques qui sont magnifiques depuis. 8e victoire là, ouais. C'est ce que j'allais dire. Il est à quelques encablures d'égaler son manager. Donc Mark Webber. Webber, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un Grand Prix qui est très important pour McLaren et qui peut devenir symbolique définitivement pour Piastri. En parlant de stats, d'ailleurs, petite anecdote, mais c'était le chiffre 8 qui était à l'honneur à Spa-Francorchamps ce week-end. 8e victoire d'Oscar Piastri, devant Lando Norris qui compte aussi 8 victoires, et devant Charles Leclerc qui compte 8 victoires, et qui a agité le drapeau damier, Jackie Hicks, je vous le donne en 1000, 8 victoires en Formule 1 aussi. Donc c'est quand même une symbolique assez marquante, et sauf catastrophe, vu le rythme de la McLaren, un des deux normalement passera à 9 victoires ce week-end entre Norris et Piastri. Il y a de fortes chances, c'est vrai que ce serait symbolique et beau pour Piastri d'enchaîner et de justement d'égaler son manager, comme je le disais tout à l'heure, dès la Hongrie, sur ses terres en quelque sorte, c'est là où il a gagné son premier GP, mais oui, McLaren est archi favori, on sent que ça peut se passer entre les deux, on peut espérer une bataille, même si c'est un circuit sur lequel c'est difficile de dépasser, mais c'est un circuit qui est aussi technique, qui est aux antipodes de Spa à bien des égards. Donc la bataille peut être intéressante, la gestion aussi peut être intéressante, parce que si bataille il y a, ça peut être intéressant de voir si McLaren a appris de ses erreurs quelque part de la saison passée. Donc oui, ça va être intéressant pour McLaren, ça peut être charnière, même s'ils sont favoris. Attention à pas se brûler les ailes tout seul comme ils l'ont fait l'année passée. Celui qui pourrait décrocher aussi sa 9e victoire ce week-end, c'est Charles Leclerc. Bon alors là, ce sera un peu la grosse cote, mais on a vu quand même du mieux pour Ferrari ce week-end à Spa, avec cette nouvelle suspension arrière notamment qui est arrivée. Oui, une nouvelle suspension arrière qui a été salvatrice pour Leclerc. Il avait testé en partie effectivement la voiture modifié, évolué. Il a pu en tirer profit. Il a fait 3e effectivement du Grand Prix. Lewis Hamilton, en revanche, lui, qui a eu plus de mal, mais qui a eu plus de mal, notamment expliqué par le fait que tout était nouveau. Il l'a notamment expliqué. Il avait un nouvel ingénieur de la performance qui rejoignait son équipe, en plus de Riccardo Adami. Des tests, effectivement, qui devaient être faits à grandeur nature sur un week-end sprint pour Ferrari. Encore une fois, une décision qui peut être un petit peu discutée. Néanmoins, la performance a été au rendez-vous pour l'un des deux et on sent que le potentiel de Ferrari au travers de cette nouvelle suspension est au rendez-vous. Oui, du potentiel qu'il faudra confirmer en Hongrie sur un week-end cette fois plus traditionnel, format classique, 3 séances d'essai, qui vont peut-être leur permettre de mieux exploiter ce potentiel, puisque Ferrari espérait quand même un vrai gain de performance avec cette suspension prévue depuis le début de la saison. Un gain de performance qu'on a un peu vu, certes, mais qui leur a quand même pas permis de se rapprocher autant qu'ils l'auraient peut-être espéré des McLaren. Oui, ça demande d'abord à être perfectionné, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'effectivement McLaren et Red Bull ont notamment apporté des évolutions. Donc ce gain, il a été moins important que prévu, mais il a quand même demeuré. Néanmoins, les autres ont aussi progressé et ça met un petit coup à Ferrari qui, malgré tout, est sur le bon chemin, on le sent. Est-ce que ça va être suffisant pour devenir une écurie vraiment compétitive et victorieuse ? L'avenir nous le dira. Pour ça, il leur faudra aussi un très bon Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui avait été en forme à Silverstone, un peu moins bon à Spa malgré une belle remontée jusqu'à la 7e place. Lewis Hamilton, un des moments touchants, j'allais dire, du week-end, c'est qu'il est allé réconforter Kimi Antonelli. Kimi Antonelli qui vit des débuts compliqués chez Mercedes, qui a d'abord très bien débuté sa saison, puis qui est quand même maintenant un peu dans le creux de la vague, hein, on le voit, et puis il était en pleurs après sa qualif ratée, une nouvelle fois malheureusement, éliminé en Q1. Ça devient un peu compliqué pour le jeune rookie. Oui, sa saison, elle devient un petit peu ambivalente, elle devient difficile à analyser. Je considère toujours que sa saison, pour une première saison de Formule 1, est bonne, si ce n'est très bonne. Il a, en l'occurrence, il est monté sur un premier podium au Canada, il a réalisé une pole en course sprint, en tout cas une pole en qualification sprint. En dehors de ça, une 4e place en Australie pour son premier Grand Prix.
c'est quand même des beaux faits d'armes, certes avec une Mercedes plutôt bien en jambes en début de saison, mais depuis qu'il est arrivé en Europe, eh bien, on sent que la difficulté est plus importante. Son style de pilotage joue aussi, il en a parlé, mais c'est vrai que la W16 a évolué, notamment depuis Barcelone, avec un aileron avant différencié, avec des réglages aussi différenciés. Il a du mal et on sent que ça l'affecte beaucoup. En l'occurrence, il est apparu affecté devant la presse après la qualification. Saison compliquée pour Antonelli et malheureusement le contexte visiblement n'aide pas le fan italien. C'est ce que j'allais dire, le contexte autour de la venue, non-venue de Max Verstappen chez Mercedes. Alors Max Verstappen va finalement rester chez Red Bull selon toute vraisemblance, mais il y a quand même eu plusieurs semaines, plusieurs mois de rumeurs autour d'une arrivée donc, du Batave au sein de l'écurie allemande, qui aurait forcément du coup jeté un doute sur l'avenir d'un des deux pilotes. George Russell possiblement, mais George Russell avait lui renvoyé un peu la balle vers Kimi Antonelli en disant c'est peut-être mon coéquipier qui est en danger. Est-ce qu'on peut imaginer que ça a joué aussi sur forcément la confiance d'Antonelli, qui a toujours été quand même biberonné par Mercedes, qui est l'enfant de la maison depuis longtemps. Mercedes compte énormément sur lui, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont promu dès cette année. Mais ce qui s'est pas dit, finalement cette confiance, elle s'effrite un peu. On ne saura jamais ce qui s'est dit ou la manière dont le cas Antonelli est géré en interne. En revanche, effectivement, la communication autour de la venue potentielle de Max Verstappen, à mon sens, était hasardeuse. À dire on privilégie nos pilotes, mais on regarde quand même ce que Max Verstappen va faire. Ça jette un froid évident, là où le duo est nouveau. Ça veut forcément dire on n'a pas une confiance totale en nos deux pilotes, ou en tout cas il y a mieux ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit, donc c'est vrai que c'est particulier, c'est assez difficile. Je ne pense pas qu'il ait particulièrement été affecté par ça, je pense que c'est plutôt sur la piste que ça se passe, et en l'occurrence les évolutions de la W16, un petit peu hasardeuses depuis Barcelone, là où lui est très agressif, et donc forcément ça devient plus compliqué pour lui de maîtriser une voiture qui était très stable, très régulière, et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Oui, puis Kimi Antonelli cette saison il a quand même joué de malchance aussi. Alors il a commis des erreurs, comme à Monaco, comme en Monaco en qualification, comme en Autriche au départ où il a repris Verstappen. Il a aussi eu quand même de la malchance avec des pannes moteurs qui l'ont contraint à l'abandon plusieurs fois, un moteur Mercedes qui n'est pas très fiable. On l'a vu notamment avec Alex Albon qui a eu 3 abandons de suite là, en début d'été. Comment un jeune pilote comme lui arrive à garder confiance forcément en lui après ça, puisqu'il a quand même aussi un peu de poids, il faut le dire. Ça faisait partie des défis de Mercedes. Il savait qu'en le mettant là, à la place de Lewis Hamilton, même s'il n'est pas l'héritier de Lewis, que c'est simplement son remplaçant et tout ce que vous voulez, eh bien, on sait très bien que les mésaventures, les difficultés, les doutes vont arriver au cours d'une saison de Formule 1. C'est long. En l'occurrence, il y a 24 courses. Et Toto Wolff savait qu'en faisant ça, il allait devoir faire face à ces défis-là. Donc, ça va faire partie maintenant aussi de Mercedes, de la gestion, tu l'as dit, Lewis Hamilton qui a eu un rôle aussi quelque part de mentor, on sent qu'il a ce rôle de mentor auprès d'un petit peu tous les jeunes cette année, mais particulièrement Antonelli, je pense qu'il se sent la responsabilité aussi un petit peu de l'aider. Ça va faire partie aussi du travail de l'équipe, on va voir ce qui est possible de faire. Maintenant peut-être que l'avenir de Max est un petit peu clarifié, peut-être que ce sera d'autant mieux géré et vraiment se dire maintenant focus sur 2026, on travaille tous ensemble dans la même direction, peut-être que ce sera plus facile. En tout cas, avoir un rebond dès la Hongrie me semble compliqué étant donné le peu d'espace entre les deux Grands Prix. Bon, mais c'est aussi là où on va voir la solidité mentale d'Antonelli qui est quand même débarrassé d'un poids, puisque maintenant Max Verstappen devrait, encore une fois, selon toute vraisemblance, rester chez Red Bull. Ça a été plus ou moins confirmé par Helmut Marko. On sait qu'il avait une clause, Max Verstappen, qui lui permettait de quitter Red Bull, clause de performance après le Grand Prix de Belgique. Elle est désormais plus activable, cette clause. Normalement, ce sera statu quo, du coup, en 2026. Il devrait rester chez Red Bull avec un nouveau team principal, Laurent Mekies. On va parler rapidement de ce premier week-end de Laurent Mekies et du coup de ce deuxième week-end qui arrive. Laurent Mekies qui est donc a remplacé Christian Horner à la tête de Red Bull. Un premier week-end que je considère quand même positif, à l'égard notamment de la bonne qualification de Yuki Tsunoda, permise en partie, et il a chaleureusement remercié son équipe, par le fait qu'il a bénéficié des mêmes évolutions que Max Verstappen. C'est pas chose habituelle au sein de l'écurie Red Bull. Donc, est-ce que c'est Laurent Mekies qui l'a exigé, qui l'a souhaité ? Peut-être. En l'occurrence, il se trouve que dès son premier week-end, Yuki Tsunoda est aidé, si on peut dire, par les développements. Malheureusement pour le japonais, il n'a pas réussi à vraiment convertir. Même pire, il est sorti de la zone des points alors qu'il s'était vraiment bien qualifié. Max Verstappen, j'allais dire statu quo pour lui. Il fait du Max Verstappen. Exactement. Il a été bon. Il a, à mon avis,
réussi à récolter la meilleure performance possible au vu de la voiture qu'il avait entre les mains. Il avait lui aussi, comme Lewis Hamilton, en plus un réglage fait pour la pluie. Voilà, donc il s'est fait un petit peu avoir par ce départ retardé. D'ailleurs, c'était un des seuls avec Hamilton à militer pour que le départ soit pris à l'heure. Donc il y avait la partie, en effet, des pilotes courageux, vaillants, Verstappen. On sait qu'il n'a jamais eu peur de conduire sous la pluie. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de stratégie par rapport au réglage de sa voiture. Mais comme pour Hamilton d'ailleurs. Oui. Voilà, en l'occurrence, Mekies, je trouve que c'est un début positif dans la mesure où, quand ils ont eu la marge de manœuvre, ils ont coché. L'image, quand même, on n'oublie pas de la victoire en course sprint quand même de Max Verstappen, c'est pas rien. Maintenant, voilà, effectivement, un petit peu de manque de réussite, ce départ retardé qui a forcément aussi beaucoup joué. On verra en Hongrie, peut-être dans des conditions un petit peu plus normales, quoique pour l'instant un petit peu difficile de voir ce qui va se passer au niveau de la météo. Mais en tout cas, sur la configuration du circuit, c'est aux antipodes de Spa. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire pour enchaîner et peut-être éventuellement donner de la confiance aux deux avant la trêve. La trêve, en effet, elle va arriver vite après ce Grand Prix de Hongrie, mais ce sera aussi la trêve pour la Formule 2 et la Formule 3 notamment. Donc on va parler de l'antichambre de la catégorie aérienne, la Formule 2 où on a une belle lutte pour le titre, pour le moment 5 pilotes qui se tiennent en 12 points. C'est quand même fou à 5 manches de la fin. Ils sont nombreux à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Leonardo Fornaroli effectivement a pris la tête du championnat de manière un petit peu surprenante. Alex Dune qui devait gagner, qui devait vraiment avoir archi dominé ce week-end du côté de Spa. Il avait fait la pole quasiment une demi-seconde devant le deuxième. Il avait gagné de manière assez brillante la course principale sous la pluie, mais il a été pénalisé de 10 secondes pour une procédure de départ non réglementaire, en tout cas non enclenchée avant le départ de la voiture de sécurité pour le tour de formation. C'est dommage pour l'Irlandais parce qu'il avait vraiment creusé l'écart. C'était lui qui était censé être devant. Arvid Lindblad qui lui est 6e, donc qui est un petit peu plus loin, un petit peu largué en termes de points, mais qui devait être crédité de la victoire, qui lui a été disqualifié. Les deux premiers ont été pénalisés, enfin Dune pénalisé, Lindblad disqualifié. Ça, à cause d'une pression de pneus insuffisante sous la pluie. Donc c'est vrai que c'est dommageable. Et puis celui qui s'en tire bien, c'est Fornaroli qui avait gagné le sprint la veille. Il avait d'ailleurs bien remporté le sprint parce qu'il avait fait un super départ depuis la 3e place. C'est ça qui l'a fait gagner. Il avait déjà gagné le sprint à Silverstone. Le sprint à Silverstone qui est sa première victoire depuis 1491 jours. Voilà, puisque Fornaroli, on le rappelle, est le champion de Formule 3 en titre, mais champion de Formule 3 sans avoir gagné la moindre course l'an passé. C'est ça la subtilité. Et donc c'est vrai qu'ils sont plusieurs. Dune a le vent en poupe. Je dirais que c'est lui pour l'instant qui tire son épingle du jeu à la régulière, en tout cas lorsqu'il n'est pas pénalisé. Luke Browning aussi très bon sous la pluie. Il est 5e dans l'Académie Williams. L'Anglais qui tire aussi son épingle du jeu, mais qui est un petit peu plus en retrait le reste du temps. Donc voilà, c'est très ouvert. Richard Verschoor qui est encore bien classé lui aussi. L'expérimenté Richard Verschoor, il faut quand même pas l'oublier. Donc là, c'est sa 5e saison. Ouais. Sa 5e saison, on a quand même des profils très variés dans ces 5 jeunes hommes. C'est ça qui est assez sympa. Entre les très jeunes Lindblad, même il est 6e, mais les très jeunes Lindblad, Fornaroli, etc., qui viennent de la Formule 3, Verschoor qui est en Formule 2 déjà depuis un paquet d'années. Ça va quand même être très intéressant à suivre jusqu'à la fin de saison. Si tu devais nous pronostiquer lequel, selon toi, est le plus fort et le plus à même de décrocher le titre, Alex Dune ? Oui, je dirais quand même Alex Dune. Oui, je dirais quand même Alex Dune. Il ne faut pas qu'il se fasse avoir par rapport à ça, mais la difficulté pour tous, c'est qu'il va y avoir peu d'opportunités pour l'année prochaine, donc il y a de fortes chances aussi qu'ils doivent poursuivre. Donc, ou alors, effectivement, s'orienter vers autre chose. Mais effectivement, pour l'instant, Alex Dune, sur la piste, en termes de course pure, est très bon, très rapide. En tout cas, c'est le plus rapide. Et il s'est bonifié par rapport au début de saison où il était un poil trop agressif. Et là, on sent qu'il a un petit peu réussi à tempérer ses ardeurs. Mais il n'y a pas que la Formule 2 à suivre ce week-end, et puis il n'y a pas que la Formule 2 qui va être serrée jusqu'à la fin de saison. Tout à fait. Il y a aussi la Formule 3, avec une bataille à 3 entre le leader, Raphaël Camara, son dauphin Nicolas Tsoloff, et puis le troisième, Tim Tratnitz, qui réalise aussi une belle saison. Enfin, ces 3 hommes qui se disputent la couronne. Il reste que 2 manches en F3, donc c'est d'autant plus important. Camara peut être titré dès la Hongrie, dans l'éventualité où plus de 40 points séparent Camara de Tsoloff. Il y en a 28 déjà. Il y en a 28, exactement. Ouais, 28 unités qui les séparent. Tsoloff doit gagner, en fait. En tout cas, doit vraiment creuser l'écart parce que Camara, lorsqu'il ne marque pas et passe à côté de ses week-ends, et bien Tsoloff aussi, malheureusement pour lui. À l'inverse, quand Tsoloff passe un petit peu à côté de son sujet, Camara grappille 3-4 points par-ci par-là, et ça lui suffit à garder son écart qu'il avait bien creusé en début de saison. Il est plus régulier.
C'est la régularité qui paye dans ce championnat de toute façon. Tout à fait. Et Tolhoff, c'est pas sa première année en F3. Là où Camara, lui, la découvre, il est champion de FRECA. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un petit gap qui se passe à ce niveau-là. Je dirais que Tolhoff, depuis la mi-saison, est plus impressionnant en termes de pilotage et de rythme que Camara, qui, on sent, a éprouvé quelques difficultés, notamment en Autriche d'ailleurs, où il a bien souffert. Mais voilà, Camara a construit son avance et aujourd'hui il gère, il le dit. Moi, mon objectif maintenant, c'est plus forcément de gagner, c'est de marquer des points. Donc pour l'instant, il y parvient. Bon, en tout cas, cette Formule 3 elle va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison avec beaucoup de pilotes talentueux et puis aussi nos 2 Français, Alessandro Giusti et Théophile Nael, qui courent toujours après leur première victoire, peut-être sur ces 2 dernières manches. On leur souhaite. C'est vrai qu'ils ont vécu un week-end plus compliqué à Spa. Giusti qui a marqué 1 point grâce effectivement, ou à cause, si on peut dire, de la pénalité reçue par Slater, qu'on retrouvera en FRECA, donc lui de son côté ce week-end. Mais c'est vrai que oui, ça a été un week-end compliqué par le fait qu'ils s'étaient qualifiés loin. Les 2 effectivement hors du top 15 malheureusement pour eux, et donc ils ont eu du mal à remonter, même si les remontées sont belles parce qu'à chaque fois ils ont du rythme en course. On sent que la qualification est vraiment cruciale. Ils sont séparés seulement de 3 points à 7 et 8e place, donc c'est aussi quelque part un match dans le match entre les 2 intéressant. Les 2 sont rookies, donc ce sera intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire sur les 2 dernières manches. Bon, puis on a hâte de voir tout ça ce week-end en Hongrie. Tu l'as dit, il y a aussi la FRECA avec Freddy Slater qui est le leader incontesté de cette catégorie, qui se bat pour le titre avec Matteo De Palo, la F4 France, Alexandre Munoz, Jules Roussel pareil, qui se disputent le titre. Enfin, plein de choses à suivre ce week-end. Évidemment, le rallye de Finlande, la Formule 1, vous l'avez compris, tout ça se passe sur Auto Hebdo. Et évidemment, vous pourrez retrouver toutes les informations, tous les résumés de course, et puis aussi des lives commentés du rallye, de la Formule 1, etc. Donc d'ici là, on vous souhaite, Mathieu, une bonne journée, une bonne semaine, et puis un bon Grand Prix de Hongrie. Merci à toi. Salut Mathieu, salut à vous tous.